Plus aucune frappe sur des infrastructures énergétiques pendant 30 jours, côté russe comme côté ukrainien. C'est la concession faite ce soir par Vladimir Poutine. Mais est-ce un premier pas vers la paix? Les deux présidents, américains et russes, se sont parlé pendant 2h28. Aucune image n'a filtré de la conversation téléphonique, mais l'information a fait la une dans les deux pays. C'est la plus longue conversation téléphonique dans l'histoire des relations USA-Russie. La Maison-Blanche a vanté, je cite, l'immense avantage d'une meilleure relation avec la Russie, mais est restée assez vague sur le contenu des échanges. Les deux chefs d'État sont tombés d'accord sur le fait que le conflit doit se terminer avec une paix durable. Mais le Kremlin a été beaucoup plus prolixe. De nombreux thèmes précis auraient été abordés, comme les conditions du cessez-le-feu, la sécurité dans la mer Noire. Et surtout, Vladimir Poutine a posé des exigences bien précises que le Kremlin a répétées dans un communiqué. La cessation complète de l'aide militaire étrangère et de la fourniture de renseignements à Kiev doit être une condition essentielle pour éviter l'escalade du conflit. Plus d'aide étrangère et donc européenne à l'Ukraine. En visite à Berlin, Emmanuel Macron se montre prudent. L'objectif doit rester le même. Avoir un cessez-le-feu mesurable et vérifiable, pleinement respecté. Nous continuons le soutien à l'armée ukrainienne dans sa guerre de résistance face à l'agression russe, et nous avons raison de le faire. Dès demain, des échanges de prisonniers sont prévus. 175 Ukrainiens contre 175 Russes. Et Donald Trump et Vladimir Poutine ont convenu de commencer immédiatement des négociations entre diplomates en Arabie Saoudite, là encore sans l'Ukraine. Trump et Poutine s'accordent sur une trêve partielle en Ukraine. Le 18 mars 2025, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine ont eu une conversation téléphonique d'environ 2h30 concernant le conflit en Ukraine. Selon le Kremlin, cet échange a été qualifié de détail et franc. Au cours de cet entretien, les deux dirigeants ont convenu d'un arrêt temporaire de 30 jours des attaques russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Cependant, aucun cessez-le-feu complet n'a été établi, la Russie conditionnant une trêve générale à l'arrêt de l'aide militaire étrangère à l'Ukraine. En outre, un échange de 175 prisonniers entre la Russie et l'Ukraine a été annoncé par le Kremlin, bien que cette information n'ait pas été confirmée par la Maison-Blanche. Les deux parties ont également convenu d'entamer les négociations techniques pour une trêve maritime en mer Noire et ont exprimé leur volonté de parvenir à une paix durable. Le président Trump a qualifié la conversation de productive, soulignant le désir mutuel de mettre fin au conflit. Bon, un certain nombre de choses se passent depuis ce fameux appel entre les présidents russes et américains cet après-midi. Je vous dis tout. Dans un premier temps, il a été convenu qu'un cessez-le-feu partiel soit mis en place à partir de maintenant, en fait. Cessez-le-feu qui, je précise, a directement été accepté par Volodymyr Zelensky, ce qui prouve une fois de plus qui est aux commandes et qui avait raison et qui étaient les complotistes. Et ce cessez-le-feu a pour objectif d'interdire pendant une durée de 30 jours les frappes sur les installations énergétiques, que ce soit de l'armée ukrainienne en Russie, comme il n'y en a pas beaucoup, ainsi que de l'armée russe en Ukraine. Également, une autre information qui est parue, et là je tiens à vous prévenir parce que, à mon avis, ça va défrayer la chronique dans les heures ou les jours qui viennent, et probablement que ça va être utilisé pour justifier l'envoi de toujours plus d'armes, de matériel, d'argent, etc. Nombre d'unités russes ont été repérées de l'autre côté de la frontière, dans la région de la ville de Soumy, en Ukraine. Et probablement qu'une offensive d'ampleur se prépare, mais alors pourquoi ? En fait, comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, la ville de Soumy se trouve non loin de la ville de Soudja. Et la ville de Soumy est un important point de ravitaillement pour les troupes otano-kieviennes, surtout pour ceux qui occupent encore les quelques kilomètres carrés dans l'oblast de Koursk. Et de plus, l'armée russe se doit maintenant, Poutine l'a promis à son peuple, donc il est obligé, de construire une zone de sécurité aux alentours de leurs frontières, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait normal. Puisqu'au vu des velléités des Européens à vouloir continuer le conflit, Vladimir Poutine a envie de se protéger. Alors peut-être que ce sera intégré à la Fédération de Russie, peut-être que ce sera un État tampon. Personnellement, je pense plutôt à la deuxième option.
Mais en tout cas, voilà, c'est pas une offensive pour rien, simplement pour grappiller du territoire, on n'est pas dans une partie d'Age of Empires. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant pour la suite ici ainsi que sur mon Instagram que vous pouvez rejoindre via le lien en bio de mon compte TikTok et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une très bonne nuit. La Maison-Blanche confirme effectivement que les deux présidents se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, c'est-à-dire que la Russie s'engage à ne plus frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes. La Maison-Blanche indique par ailleurs que des négociations techniques vont commencer pour la mise en œuvre d'un autre cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui concerne la mer Noire, un cessez-le-feu maritime donc. La Maison-Blanche dans son communiqué indique que ces négociations vont commencer immédiatement au Moyen-Orient. Poutine et Trump se sont mis d'accord pour améliorer leur relation bilatérale et que cette normalisation des relations a, je cite, de très gros avantages économiques. Entre les lignes, donc, on laisse entendre dans ce communiqué que, eh bien, la Russie va pouvoir faire son retour aux affaires, retour dans les affaires économiques, et donc ça se laisse entendre, même si ça n'est pas écrit de cette façon, que les États-Unis pourraient suspendre les sanctions économiques qui frappent très durement la Russie depuis le début de ce conflit, des sanctions qui ont été prises à l'époque par Joe Biden. On sait que Trump veut faire du business avec la Russie, et c'est peut-être cet argument qu'il a utilisé, il l'a fait miroiter à Vladimir Poutine, la levée des sanctions économiques, pour obtenir en échange cet accord de Vladimir Poutine à ne plus frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le Kremlin affirme d'autre part que 175 prisonniers de guerre vont être échangés dans chaque camp à partir de demain, mercredi. Et puis il y a 3 mensonges pour comprendre l'histoire actuelle. Le premier mensonge, c'est de considérer que la Russie aurait agressé l'Ukraine sans raison. Oui, la Russie est intervenue le 24 février 2022, a pris l'initiative d'entrer en Ukraine pour ce qu'elle a appelé une opération militaire spéciale, en fait une opération de guerre. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, l'Ukraine est devenue indépendante en conservant la Crimée que Khrouchtchev lui avait cédée, mais dans le cadre de l'URSS. Et à partir de ce moment-là, l'Ukraine se trouvait détentrice du grand port de Sébastopol, qui porte un nom russe, la ville de Sébastien, qui a été créée justement par Catherine de Russie et par son soldat préféré, le général Potemkin, qui était accessoirement également son amant, et qui était celui qui avait conquis justement ces terres, et pour les rattacher à l'Empire russe qu'ils avaient conquis sur l'Empire ottoman. Les Russes avaient donc avaient fait venir des populations, c'est pour ça que tout le sud-est de l'Ukraine est peuplé de russophones et de russophiles, et les Russes ont construit des villes, Melitopol dans le Donbass, ça veut dire la ville du miel, Mariupol, ça veut dire la ville de Marie, Odessa, ça veut dire Ulysse, comme Ulysse dans l'Odyssée de Homère, une ville russe. Ils ont également construit la ville de Sébastopol, la ville de Sébastien, qui s'est trouvé être le plus grand port de la marine russe dans les eaux chaudes en mer Noire. Et lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, évidemment, l'Ukraine devait faire attention à son immense voisin, puisque elle se trouvait être héritière d'un cadeau monstrueux, c'est-à-dire le principal port de l'armée russe, qui lui échoyait uniquement du fait du caprice de Khrouchtchev de 1954, alors que toute la Crimée était peuplée de Russes. Pendant les années qui ont suivi la désintégration de l'URSS, il y a eu à la tête du gouvernement en Ukraine, il y a eu des présidents qui ont eu à cœur de savoir qu'ils étaient indépendants, bien entendu, mais qu'ils devaient quand même faire très attention et ménager leurs grands voisins, auxquels le relient d'ailleurs des quantités de liens, des liens familiaux, historiques. Il y a énormément de binationaux russo-ukrainiens, etc. Ça n'est pas la même langue, mais il y a quand même des proximités évidentes. Et donc, ils devaient faire attention à ménager l'ours russe. C'est ce qui s'est passé pendant toute une série d'années. Et les autorités de l'Ukraine, tout en étant indépendantes, avaient cédé, sous un bail amphithéotique de 99 ans, la location du port de Sébastopol à la marine russe, de telle sorte que les Russes pouvaient continuer à jouir de ce port militaire. Certains, évidemment, peuvent s'en offusquer en disant c'est quand même pas normal qu'un pays ait sa souveraineté limitée. Oui, et alors, comme je l'ai souvent dit, le Canada ou le Mexique ne peuvent pas se permettre demain d'introduire des bases militaires russes à quelques dizaines de kilomètres, soit de la frontière au nord des États-Unis, soit au sud, le long du Rio Grande. Évidemment, les États-Unis réagiraient, on l'a vu en 1961, comment ils ont réagi à l'installation de missiles à Cuba, justement.
Donc il devait y avoir une intelligence de la situation qui faisait que les dirigeants ukrainiens savaient qu'ils devaient, tout en étant indépendants, qu'ils devaient être précautionneux vis-à-vis de leurs immenses voisins et donc rester neutres, ne pas adhérer à l'OTAN, un peu comme le fait la Biélorussie, ne pas adhérer à l'Union européenne, ne pas être un avant-poste de l'OTAN, ne pas vouloir piquer la grande base militaire russe. C'est justement ça qui a commencé à vaciller en 2014 avec les événements du Maïdan. Et les Américains, plus exactement les démocrates américains et les néoconservateurs américains, avec à leur tête Madame Victoria Nuland, ont organisé un coup d'État, le Maïdan, pour mettre la main sur un gouvernement qui avait été légitimement élu et pour imposer des nouveaux dirigeants qui étaient dans la main de Washington. En 2014. Et c'est justement ce qui s'est passé, ça a provoqué immédiatement la réaction quelques mois après de Vladimir Poutine qui, ni une ni deux, a envoyé des troupes tout de suite en Crimée parce qu'il était absolument hors de question pour la Russie, sauf à abandonner son statut de grande puissance, il était absolument hors de question pour la Russie que de laisser tomber leur immense base militaire de Sébastopol par tout simplement une petite révolution de couleur qui aurait été concoctée made in CIA. Vous vous rappelez certainement la conversation téléphonique qu'il y avait eu entre Victoria Nuland et l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, Monsieur Geoffrey Pyatt, et elle lui disait quelle devait être la composition du nouveau gouvernement. Donc à partir de 2014 et jusqu'en 2022, pendant les 8 ans qui se sont écoulés, eh bien les États-Unis d'Amérique ont mis la main par proxy, comme on dit, c'est-à-dire par des fantoches qui étaient à leur solde, ont mis la main sur l'Ukraine et ne se sont pas contentés de ça, c'est que petit à petit, ils ont installé, dès le changement d'autorité à Kiev, ils ont installé une dizaine de bases de la CIA le long de la frontière russe. Et pas seulement ça, puisque par ailleurs, ils ont commencé à bombarder toutes les populations du sud-est de l'Ukraine qui étaient proches et rattachés à leur fidélité avec la Russie. De telle sorte que Vladimir Poutine et les Russes se sont sentis un devoir de réagir face à cette agression continuelle avec des centaines de morts qui ont eu lieu, parce que c'était des gens qui parlaient le russe et parce que les autorités de Kiev ne voulaient pas qu'elles parlent le russe, en fait voulaient les chasser. Et ça n'était qu'un plan, que la phase B d'un plan beaucoup plus loin que j'ai eu l'occasion de présenter au dialogue franco-russe et que je me permets de suggérer, vous trouverez en bas le lien d'aller voir pour si vous ne l'avez jamais vu, c'est qu'en fait il y a derrière tout ça une idée qui avait été défendue et développée par les néoconservateurs américains, c'est qu'il s'agissait progressivement, en fait, en chassant les Russes du sud-est de l'Ukraine actuelle et de la Crimée, il s'agissait ensuite de préparer le démembrement de la Fédération de Russie elle-même en une quinzaine d'États. Ce n'est pas une vaticination, ce sont des plans qui ont été projetés, qui ont été présentés, je l'explique dans cette vidéo, notamment à Prague, avec les autorités américaines et les autorités ukrainiennes qui étaient présentes sur place. De telle sorte que, et c'est là où il y a ce mensonge essentiel, mais je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a énormément de Français, parce qu'ils n'ont pas accès à ces informations, qui ne l'ont toujours pas compris. En fait, les Russes, certes, sont intervenus, mais parce qu'il était minuit moins 2, et que s'ils n'étaient pas intervenus, eh bien, ils risquaient que de voir toute l'Ukraine basculer dans le cadre de l'OTAN, et ensuite une invasion de la Russie elle-même. Donc le premier mensonge, il est là. Il y a un deuxième mensonge dans les événements qui nous sont présentés. C'est qu'on explique que les pays de l'Europe devraient se sentir solidaires de l'Ukraine actuelle pour défendre la démocratie. C'est un mensonge éhonté. D'abord parce que l'on sait, et c'était d'ailleurs tous les médias le disaient avant 2022, que l'Ukraine est un des pays du monde, le pays d'Europe est certainement un des pays du monde le plus corrompu qui soit depuis des années. Avec le règne des mafias, avec une corruption absolument endémique qui dépasse tout ce que l'on connaît ailleurs, ou sauf peut-être dans certains pays d'Amérique centrale ou d'Amérique latine ou quelques pays d'Afrique. Donc c'est un des pays les plus corrompus du monde, les violents également. Donc par ailleurs, avec, on l'a suffisamment dit, des milices néo-nazis armées justement par les polono-lituaniens, puisque les polono-lituaniens détestent les Russes. Et lorsque Hitler est arrivé avec l'opération Barbarossa en 1941, les polono-lituaniens qui souffraient du joug soviétique, puisque la République socialiste soviétique d'Ukraine
l'Ukraine, créée artificiellement par Staline en 1920, comme je l'ai dit tout à l'heure, subissait le stalinisme, eh bien, lorsque les nazis sont arrivés, ils ont été accueillis en libérateurs par les polono-lituaniens, par les Ukrainiens d'origine polono-lituanienne, qui par ailleurs détestaient les Russes. De telle sorte que le grand héros de l'Ukraine aujourd'hui, qui est célébré, s'appelle Stepan Bandera, c'est en fait un collabo des nazis. C'est un peu comme si en France on chantait les louanges de Pierre Laval ou bien de Doriot ou de Déa, c'est-à-dire des collaborateurs notoires de l'Allemagne hitlérienne. Donc actuellement l'Ukraine est tout sauf un pays démocratique. Je rappelle quand même que l'actuel président Zelensky a fait interdire 13 partis politiques, ceux qui étaient de l'opposition depuis déjà 2 ans. Et je rappelle que depuis mai 2024, son mandat était arrivé à expiration. Il a décidé de se maintenir. Il a décidé qu'on ne pouvait pas, pendant une période de guerre, faire des élections. On se demande bien pourquoi. Et donc, il a décidé de se maintenir au pouvoir et de supprimer toutes les élections. Voilà ce que l'on nous présente comme étant le parangon de la démocratie. Il a même fait des déclarations très récentes, vous les avez peut-être déjà vues, où il explique qu'il ne doit pas y avoir d'élections parce que les Ukrainiens ont peur et que ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à dégager. Voilà donc le deuxième énorme mensonge. On nous explique qu'il faudrait défendre la démocratie en Ukraine. Et il y a un troisième mensonge énorme et qui est peut-être le plus grave, parce que c'est celui qui impressionne le plus les Français. Ce troisième mensonge consiste à dire que la Russie, en fait, aurait voulu manger l'Ukraine par appétit territorial. Je vous ai expliqué que c'était faux. Je vous renvoie à la fois ce que j'ai dit au départ sur la méconnaissance, l'ignorance de l'histoire de la Russie. Et le deuxième point, c'est-à-dire que la Russie n'a fait que réagir à 8 années de provocation et d'agression. Et donc, le troisième mensonge consiste à dire que Poutine, une fois qu'il aurait mis la main sur la Crimée, le Donbass et éventuellement la région d'Odessa, ne se contenterait pas de ça, mettrait la main sur le reste de l'Ukraine et puis ensuite envahirait les pays d'Europe de l'Est, c'est-à-dire les pays baltes, la Finlande, pourquoi pas, la Roumanie, la Bulgarie, et puis ensuite prendrait la Hongrie, et prendrait la Pologne, prendrait la République tchèque, et puis après ça continuerait et viendrait occuper l'Allemagne et la France. Alors ça, c'est un mensonge absolument éhonté et extrêmement grave, parce qu'il explique pourquoi les Européens de l'Ouest continuent à vouloir faire la guerre. Ce mensonge est un mensonge pour plusieurs raisons. La première, fondamentale, c'est que la Russie est un pays immense et en baisse démographique, du moins qui a subi un énorme déclin démographique. Le problème de Vladimir Poutine, c'est qu'il n'a pas assez d'hommes et de femmes pour exploiter l'immensité de l'espace russe. Donc il n'a pas un besoin de conquête territoriale. S'il est intervenu en Ukraine, c'est, je le répète, pour protéger d'abord et avant tout les populations russophones et russophiles qui étaient martyrisées et pour sécuriser le port de Sébastopol. Mais Poutine, j'en suis certain. D'ailleurs, il suffit de regarder les buts de guerre qui n'ont jamais varié dans la bouche des dirigeants russes. Poutine n'a jamais expliqué, n'a jamais dit qu'il voulait mettre la main sur le reste de l'Ukraine, et encore moins sur l'Europe de l'Est, et encore moins sur l'Europe occidentale. Il n'est pas fou, ce n'est pas un fou, c'est quelqu'un au contraire de réfléchi et d'intelligent. Il sait très bien que les troupes russes arrivant en Crimée ou dans le Donbass ont été accueillies comme des libératrices. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus de problème. Parce que le peuple était d'accord. Mais il sait très bien que si les Russes voulaient s'installer dans le nord-ouest de l'Ukraine, ils se heurteraient à une guérilla permanente. Sans parler du fait de ce qui se passerait s'il intervenait, si les Russes arrivaient en Roumanie, en Pologne et a fortiori en Allemagne ou en France. Ils se heurteraient à une guérilla permanente dont ils sortiraient évidemment battus parce qu'ils seraient en dehors du champ de leur influence. Poutine n'a certainement pas envie de commettre les mêmes erreurs que celles qui furent commises par l'Union soviétique finissante, en particulier dans l'invasion de l'Afghanistan. Donc ça, c'est le point fondamental, les deux points fondamentaux. Poutine n'a pas assez d'êtres humains pour exploiter l'Empire russe, l'immensité de l'Empire russe, et deuxièmement, il n'est pas fou au point de vouloir se mettre la main sur des pays d'Europe où ce serait le tombeau de son régime. Alors, une fois qu'on a expliqué tout ça, eh bien, on comprend le malaise qu'il y a actuellement. Le malaise qu'il y a actuellement, c'est que nous sommes dirigés
dans quelques pays d'Europe occidentale par des gens qui soit ne connaissent rien à l'histoire, premier point, soit sont victimes des 3 mensonges que je viens de présenter. Ils pensent que c'est la Russie qui a pris l'initiative de sauter sur l'Ukraine qui n'avait rien fait de mal. Ils pensent qu'il s'agit de défendre la démocratie en Ukraine, ou ils disent que la Russie voudrait ensuite avaler toute l'Europe. Tout ceci est faux. Mais à partir du moment où on fait des politiques sur des prémices qui sont faux, la politique qui suit ne peut être que fausse. Et on se retrouve devant cette situation d'une Europe occidentale qui se retrouve désormais complètement prise de court, puisque, en réalité, il n'était que le porte-parole du gouvernement américain du temps des démocrates, du temps des néoconservateurs, du temps du Deep State, du temps de l'État profond, du temps de Madame Victoria Nuland, qui n'est plus secrétaire d'État adjointe aux affaires étrangères, au secrétariat d'État, mais qui maintenant est à la tête de la National Endowment for Democracy. Or, voilà que l'élection de Trump a complètement changé le paysage, puisqu'en fait, leur donneur d'ordre, désormais, n'existe plus, ou plus exactement, comme l'a dit le vice-président Vance à Munich récemment, le shérif en ville a changé. C'est-à-dire que désormais, les autorités, les dirigeants d'Europe de l'Ouest, qui avaient été catapultés au pouvoir comme Macron pour être les marionnettes des démocrates et des néo-conservateurs, se rendent compte d'un seul coup que le nouveau pouvoir à Washington ne veut plus entendre parler d'eux. Ils sont donc exactement comme le coyote dans les films de Tex Avery, vous savez, qui court, et puis qui continue. D'un seul coup, il y a un gouffre béant qui s'est ouvert sous ses pieds, puisque justement ça c'est le fait que le pouvoir des démocrates et des néoconservateurs n'existe plus, et ils continuent à courir pendant quelques mètres dans le vide avant de se rendre compte du désastre de leur position. Tout ceci pour expliquer que Macron a pris l'initiative d'organiser donc une réunion à Paris en réponse au fait que Donald Trump avait annoncé il a d'ailleurs téléphoné à Vladimir Poutine, il a annoncé qu'il allait faire des négociations directement avec la Russie et sans parler des Européens. Les médias français, toujours à être anti-Trump, ont aussitôt tiré à boulet rouge sur Donald Trump en disant qu'il était fou, qu'il était ci, qu'il était ça. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que Donald Trump, en effet, ne veut pas entendre parler des Européens. D'ailleurs, il ne veut plus entendre parler même de l'Union européenne en tant que telle. Son vice-président a fait un discours tout à fait extraordinaire et historique où il a montré que l'Union européenne était devenue désormais le tombeau de la démocratie dans les pays d'Europe. Mais il ne faut pas oublier autre chose, c'est que les Russes ne veulent pas non plus entendre parler des Européens. Et pourquoi ça? Parce que pendant les 8 années dont j'ai parlé tout à l'heure, entre 2014, la révolution du Maïdan, et 2022, il s'est quand même passé des choses. Il s'est passé notamment des négociations qui ont eu lieu entre l'Ukraine et la Russie, chapeautées notamment par l'Allemagne et la France. C'est ce que l'on a appelé les accords de Minsk I, puis les accords de Minsk II. Ça se tenait sous la présence des autorités biélorusses, puisque Minsk est la capitale de la Biélorussie, qui servait un petit peu de bons offices. Et il se trouve que, comme vous le savez sans doute, les accords de Minsk II ont été piétinés par l'Allemagne et la France. Les accords de Minsk II étaient arrivés à un accord où les autorités de Kiev, les nouvelles autorités de Kiev, reconnaissaient les spécificités des pays des populations du sud-est de l'Ukraine, elles parlant le russe, ils reconnaissaient leur religion, reconnaissaient leur droit à leur tradition, reconnaissaient leur droit à avoir des cours et à parler le russe, etc., etc. Ce qui prouve la bonne foi d'ailleurs de Moscou, qui était, moyennant ces garanties, était d'accord pour ne toucher à rien. Mais la bonne foi n'était pas de l'autre côté, puisqu'on a su par Madame Merkel, confirmé ensuite par François Hollande, que l'objectif de ces accords de Minsk II qui ont été signés le 12 février 2015, l'objectif du côté des Occidentaux n'était pas du tout de respecter leurs accords, mais en réalité de gagner du temps pour permettre d'envoyer des armes et de former l'Ukraine pour cette agression à venir contre la Russie dont je parlais en préambule. Or, il se trouve que les Russes ont de la mémoire. Ils ont été trompés. Ce qui explique qu'actuellement, nous serions face à Adolf Hitler et que les démocraties fragiles face à Hitler, comme c'était en 1938 à Munich, seraient toujours aussi fragiles face à Poutine, mentent effrontément parce que nous sommes à front renversé. Les accords de 1938, où Daladier pour la France, Chamberlain pour le Royaume-Uni,
se sont en fait, effectivement, ont pactisé avec Adolf Hitler sur l'affaire des Sudètes, c'est-à-dire des parties de l'ouest de la République tchèque qui étaient peuplées de germanophones, eh bien, effectivement, Chamberlain et Daladier se sont fait rouler dans la farine parce que Hitler n'a pas tenu les promesses qu'il avait faites. Il avait laissé entendre qu'après ça, il n'y aurait plus de conflit. Alors que là, celui qui s'est fait rouler dans la farine, ça n'est pas Mme Merkel et Hollande, c'est Vladimir Poutine qui s'est fait rouler dans la farine. Lui, il pensait qu'effectivement, avec ces accords, tout irait bien, c'est pas du tout ce qui se passait, et dans le rôle du salaud, dans le rôle d'Adolf Hitler, préparant ensuite la suite des événements, préparant l'invasion de la Pologne, eh bien, c'était Mme Merkel et François Hollande qui, en fait, préparaient la suite des événements pour attaquer la Russie. Ce n'est pas moi qui le dis. Monsieur Peskov, regardez ce passage, a été interviewé il y a quelques jours pour fêter, entre guillemets, le 10e anniversaire des accords de Minsk II. Et regardez ce qu'il explique. Il y a un journaliste qui lui demande alors les accords de Minsk II, qu'est-ce qu'il faut en penser? В итоге мы, я так понимаю, должны выйти на какие-то договоренности. США, Россия, возможно, Европа, Украина. Сейчас годовщина, сегодня ровно 10 лет подписанию Минских соглашений. Все мы свидетели, что, оказывается, с Минскими соглашениями нас обманывали. Это было сказано на высшем уровне. Где гарантия, что нас не обманут вновь? Ну, наверное, в том, что, скажем так, романтический период завершен. Сейчас время прагматизма, время опираться на опыт прошлых лет. И как раз вот этот опыт прошлых лет, мы же тоже учимся, мы же не стоим на месте. И, конечно, мы приобрели солидный опыт в том, как отстаивать наши интересы таким образом, чтобы не угодить, скажем так, в сети каких-то лживых обещаний. Et Peskov, le porte-parole de Poutine, dit « Le romantisme, la période romantique est révolue ». Dans l'esprit d'un Russe, le romantisme, ça fait penser à la France. Donc la période romantique, ça veut dire la période où on a cru en la France est désormais révolue. La Russie, et c'est affreux de dire ce que je vais dire, mais le gouvernement de Moscou n'a plus aucune confiance, ni dans le gouvernement allemand, ni dans le gouvernement français. Et donc à partir du moment où ils n'ont plus confiance, ils n'ont pas envie de remettre le couvert avec des négociations de paix, dans lesquels on aurait des représentants européens qui viendraient pour en fait continuer à semer la zizanie avec l'objectif de mener la guerre. D'ailleurs, hier soir, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, arrivant en Arabie Saoudite, a été interrogé par les journalistes en disant pourquoi vous ne voulez pas des Européens à la table des négociations? Et il a répondu très exactement, eh bien, nous n'en voulons pas, tout simplement parce que nous ne négocie pas avec des gens qui veulent la guerre. Voilà. Il a expliqué de façon très précise. La philosophie des Européens n'a pas bougé, donc je ne sais pas ce qu'on ferait d'eux à la table des négociations. S'ils persistent, si les Européens persistent à concocter des idées rusées pour geler le conflit alors qu'ils ont en réalité l'intention, comme c'est leur habitude, leur nature et leur volonté de continuer la guerre, alors pourquoi devrions-nous les inviter? On parle toujours de Trump qui ne veut pas des Européens, mais on ne parle pas des Russes qui n'en veulent pas non plus. Voilà, parce que quand on trompe tout le monde, quand on ment à tout le monde, eh bien, il n'est pas finalement, c'est une loi, c'est ce qu'on appelle la justice immanente. Eh bien, on est obligé, on est finalement rejeté par tout le monde. C'est exactement ce qui arrive à Macron. Lorsque Macron a constaté que, en fait, il était rejeté et par Trump et par Poutine, loin de jouer profil bas, il a d'un seul coup décidé d'organiser une réunion à Paris. Une réunion dite informelle de réponse à Trump. Et alors, cette réunion s'est donc tenue à Paris. Il s'agissait, paraît-il, ça nous avait été expliqué par l'Élysée, de montrer que l'Europe était unie face à Donald Trump. En fait, il a montré le contraire de ce qu'il voulait prouver. D'abord, parce que cette réunion la composition de cette réunion mérite que l'on s'y arrête. Les médias sont extrêmement flous sur le sujet. Il est très difficile de trouver dans les médias, sinon même impossible, la liste précise des participants à la réunion d'hier et la liste précise des États qui n'y étaient pas. Alors, moi, j'ai cherché, puis j'ai des contacts au Quai d'Orsay, la liste précise des participants à la réunion dite européenne organisée par Macron le 17 février 2025 à
l'Élysée est la suivante. Il y avait tout d'abord 8 États membres de l'Union européenne. L'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal, représenté parce que le président du Conseil européen qui a succédé à Charles Michel, c'est maintenant M. Antonio Costa, le représentant du Portugal. Il y avait donc 8 États membres de l'Union européenne. S'y ajoutait un État non membre de l'Union européenne, qui était le 9e État présent, le Royaume-Uni. Et s'y ajoutaient par ailleurs 2 autres personnes, la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, censée représenter probablement une des institutions de l'Union européenne, et le secrétaire général de l'OTAN, Monsieur Rutte, l'ancien Premier ministre néerlandais, censé représenter l'OTAN, mais Madame von der Leyen était censée représenter l'Union européenne alors qu'il y avait une grande majorité d'États membres de l'Union européenne qui n'y étaient pas, et Monsieur Rutte était censé représenter l'OTAN, alors qu'en fait le principal donneur d'ordre, le principal bailleur de fonds, celui qui décide de tout dans l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, n'était pas représenté et il s'agissait même d'organiser une réunion contre eux. Tout ça est complètement démentiel. Tout ça est complètement démentiel. D'autant plus démentiel que parmi les participants à cette réunion figurait notamment Madame Meloni, la présidente du Conseil italien, qui ne fait pas mystère de s'entendre au mieux avec Donald Trump et avec Elon Musk. Elle a d'ailleurs montré sa différence puisqu'elle est arrivée sciemment avec 1 heure de retard, ce qui est des choses qui ne se font pas. Quand on est invité à une réunion par un chef d'État, elle n'est même pas chef d'État, elle n'est jamais que chef de gouvernement. Le président italien s'appelle Monsieur Sergio Mattarella, ce n'est pas elle. Elle devait évidemment être à l'heure comme tout le monde. Pas du tout, elle est arrivée avec 1 heure de retard et de façon la plus provocatrice possible, dans une espèce de Maserati flambant neuf, bleu marine, très chic, avec un moteur thermique dégageant le maximum de CO2, crissant sur les graviers de l'Élysée et ensuite montant comme une reine à l'Élysée. On peut être sûr qu'elle a défendu des intérêts qui étaient ceux de Donald Trump et de Musk, ce qui est quand même un peu fâcheux puisque c'était justement le contraire qu'il, semble-t-il, voulait Macron. Et puis il y a la liste des États qui n'étaient pas là. La liste, puisqu'il s'agissait d'une réunion européenne. Il y a quand même 19 États membres de l'Union européenne sur 27, c'est-à-dire plus des 2/3 qui n'étaient pas là. En voici la liste. L'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Tchéquie. Alors on est sidéré. Parce qu'il y a quand même un problème qui n'a été évoqué par aucun commentateur. C'est à croire que personne n'a remarqué le problème. C'est que, au moment du Brexit, il me semble me rappeler que vous nous avez expliqué, et Macron le premier, que si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, il sortait de la famille européenne, que nous on restait tous unis, etc., 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 que le Royaume-Uni allait sombrer, etc. Et là, Macron invite des responsables européens, il invite le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais dirigé par un cinglé qui s'appelle Keir Starmer, qui va envoyer des troupes en Ukraine, et il y a quand même 19 des 27 États membres de l'Union européenne qui ne viennent pas. Alors c'est quoi l'Europe en fait? Vous savez, il y a un joli proverbe allemand que je cite régulièrement, et qui dit « Der Teufel liegt im Detail ». Ça veut dire « le diable réside dans les détails ». Et ça, c'est malheureusement un des problèmes des Français, c'est que souvent les Français n'aiment pas trop regarder les précisions. Mais la précision, il faut être toujours très précis quand on parle des choses, parce que c'est justement dans la précision ça permet de débunker, comme on dit maintenant, de démasquer tous les mensonges et les faux semblants. C'est quoi l'Europe? C'est quoi la souveraineté européenne? C'est quoi l'avenir européen? C'est quoi la nécessité de construire l'Union européenne si, quand il y a une crise internationale grave comme celle-ci, Macron se dégage de 2/3 des pays membres de l'Union européenne et s'acoquine avec un pays qui n'en est pas membre? Où est la logique? Comment se fait-il que Madame Le Pen, Monsieur Bardella, Monsieur Zemmour, Madame Knafo, Madame Maréchal, Monsieur Mélenchon, Monsieur Faure, Madame Tondelier, Monsieur Philippe, Monsieur Wauquiez, Monsieur Retailleau, comment se fait-il que tous ces dirigeants politiques qui ont à cœur, paraît-il, l'avenir de la France ne posent pas cette question fondamentale? C'est quoi l'Europe, en fait?
C'est un truc comme ça, c'est une espèce de mollusque ou de globe comme ça, qui prend des formes différentes, qui englobe certains États et plus d'autres. Où est la possibilité d'une défense européenne? Où est la possibilité d'une souveraineté européenne si ça n'est pas le cas? Alors, la question c'est pourquoi il y a 19 États qui n'étaient pas présents. J'ai vu que des contre-feux ont été lancés par l'Élysée aujourd'hui, notamment par le journal Le Monde, financé par l'US7, c'est-à-dire en fait non plus par les États-Unis d'Amérique, non plus par le gouvernement de Washington, mais financé par l'État profond, c'est-à-dire les néoconservateurs et les démocrates. C'est-à-dire que le journal Le Monde est devenu désormais une succursale, comme le journal Libération, comme la presse française, comme l'AFP, qui a touché plus de 6 millions de dollars des États-Unis d'Amérique sous Biden, et qui sont devenus en fait des porte-paroles de cet État profond. Et l'État profond, actuellement, essaye de jouer l'Europe contre Trump. Donc on a vu que le journal Le Monde explique que non, en fait c'était volontaire, M. Macron avait choisi les invités, il n'avait pas invité les autres. Alors, de deux choses l'une. Soit Macron, effectivement, a décidé de ne pas inviter 19 États sur les 27. Alors excusez-moi, mais il est complètement con. Parce que si c'était président du Mans pour montrer l'unité de l'Europe, c'était justement le moment de les inviter. Voilà. Et d'ailleurs, la moindre des choses eût été quand même d'inviter l'Estonie en la personne de Madame Kaja Kallas, dont je rappelle qu'elle est ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et qu'elle n'était pas présente. Donc, ou alors, la deuxième hypothèse, c'est que M. Macron, effectivement, avait invité tout le monde, et qu'en fait, eh bien, il s'est ramassé un certain nombre de refus. Et c'est complètement con aussi, parce que ça veut dire qu'il n'a pas compris à quoi il a affaire. Cette deuxième hypothèse me paraît beaucoup plus féconde, parce que parmi les pays que je viens de citer qui n'étaient pas présents, les 19, reprenez la liste que je viens d'égrener, il y a dedans tous les pays, je dis bien tous les pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale et orientale, à une seule exception près, la Pologne. Mais tous les autres, les 3 États baltes, la Finlande, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, etc., n'étaient pas présents. Alors j'ai vu dans le journal Le Monde, ils expliquent que la Roumanie, le gouvernement est très très furieux de ne pas avoir été invité. C'est une blague. Le gouvernement roumain en ce moment, il est ultra minoritaire et il voit avec terreur arriver les élections du mois de mai prochain qui risquent à leurs yeux de consacrer une élection triomphale pour Georgescu qui a été justement interdit de se représenter suite à une manipulation de l'Union européenne et de George Soros qui a été dénoncé à la conférence de Munich par le vice-président américain lui-même. Or, l'un des enjeux de la Roumanie et de l'élection de Georgescu, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de la grande base militaire de l'OTAN construite en Roumanie. De la même façon que c'est se moquer du monde que de dire que Macron voulait inviter la Hongrie. Monsieur Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, s'est moqué de Macron et de Scholz et de Starmer en disant que c'était une réunion de frustrés. On en est là au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous vous rendez compte ? Le chef du gouvernement hongrois traite Macron et le chancelier d'Allemagne, qui sont quand même les deux principales puissances finançant l'Union européenne, il les traite de frustrés, qui ne veulent pas de la paix. Est-ce qu'il faut préciser que le Slovaque Robert Fico ne veut pas non plus entrer en guerre avec la Russie? Est-ce qu'il faut préciser que la plupart des pays de l'Est, d'ailleurs, savent à quoi s'en tenir? Et au passage, puisque tous les pays de l'Europe centrale et orientale finalement ne sont pas venus, soit prétendument parce qu'ils n'ont pas été invités, soit beaucoup plus vraisemblablement parce qu'ayant été invités, ils ont fait savoir qu'ils préféraient ne pas venir, y compris d'ailleurs le Finlandais, puisque si je lis le journal Le Point, le magazine Le Point, on s'aperçoit que Stubb, qui est le président de la Finlande, a tapé du poing sur la table il y a quelques jours en disant l'Europe doit parler moins et agir plus. Il en a ras-le-bol, en fait. Les Finlandais, vous savez, les Scandinaves, les Vikings ne se payent pas de mots. Ils ont horreur du blabla à la Macron qu'ils considèrent être un peu le péché mignon des peuples latins d'Europe. En réalité, il y a quelque chose qu'il faut tirer comme conclusion. Je vous ai dit le troisième grand mensonge tout à l'heure, c'est de faire croire aux Français que Vladimir Poutine allait envahir toute l'Europe. Mais si c'était vrai, tous les pays d'Europe centrale et orientale auraient beaucoup plus de raisons d'avoir plus peur que nous, puisqu'ils sont aux premières lignes.
Donc, à cette réunion d'hier, on aurait dû voir arriver en masse les Finlandais, les Estoniens, les Lettons, les Lituaniens, les Bulgares, les Roumains, les Tchèques, les Slovaques, puisque si Poutine voulait envahir l'Europe, il serait aux premières loges, ils auraient donc besoin du soutien de l'Europe. Or, justement, ils n'ont pas voulu, parce qu'ils savent à quoi s'en tenir, et sur la puissance de la Russie, et sur la puissance militaire des États-Unis. Et ils savent en fait que les pays d'Europe occidentale, c'est-à-dire en gros quoi, Macron qui est un cinglé, tout le monde le sait, tout le monde sait qu'il est détesté par sa population, tout le monde sait que la France est en ruine, qu'on n'a plus un copec, tout le monde sait que notre armée n'a plus que quelques jours de munitions. Le chancelier Scholz est un responsable qui, dans quelques jours, ne sera plus rien du tout. Le vice-président américain Vance, d'ailleurs, l'a même snobé, a dit que ce n'était même pas nécessaire qu'il le rencontre, puisque de toute façon, il ne serait plus chancelier dans quelques jours. Quant à Madame Meloni, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, elle a torpillé, elle a jeté des pétards dans la salle pour empêcher, en fait, que cette réunion voulue par Macron ne tourne à un réquisitoire contre Trump. Alors le résultat de toute cette réunion, c'est un désastre, un énième désastre diplomatique, où de nouveau la France est absolument souillée par la crétinerie de ses dirigeants. Quand vous pensez qu'aux États-Unis, on a des gens de la trempe, si j'ose dire, de Trump, de Vance, de Musk, de Gabbard, qui sont des dirigeants intelligents, réfléchis, qui font changer complètement l'histoire du monde. Quand de l'autre côté, on a des gens comme Poutine ou comme Sergueï Lavrov, qui sont des gens très intelligents également et qui perçoivent parfaitement les enjeux diplomatiques et militaires, nous, en France, on a qui à aligner face à ça? On a Macron, on a M. Bayrou, on a M. Jean-Noël Barrot, et on a Benjamin Haddad, qui est un agent américain, mais un agent de l'État profond, pas un agent. Il va falloir désormais bien faire la différence. Quand on dit agent américain, ce n'est plus un agent du gouvernement américain, c'est vraiment un agent de l'État profond. Comment est-ce que les Américains et les Russes pourraient avoir quelque considération que ce soit pour ces zouaves? Faut-il que je rappelle que M. Macron, il y a quelque temps de cela, avait balancé dans la presse des discussions secrètes qu'il avait eues avec Poutine? De ce jour-là, les Russes ne veulent plus entendre parler de Macron. De même qu'ils n'ont pas envie de discuter avec des Européens dont ils savent que leur parole ne vaut rien, ils n'ont pas envie de discuter à Macron, qui est une pipelette, et une concierge qui va ensuite aller raconter à qui veut l'entendre pour faire le dos ce que lui a dit Vladimir Poutine. Lorsque l'on voit ce pauvre Jean-Noël Barrot, qui est un fils à papa d'une nullité, qui n'a d'égal que sa suffisance et le caractère odieux du personnage, puisque tout le monde le déteste au Quai d'Orsay, justement parce qu'il est à la fois bête et méchant, quand on voit que monsieur Jean-Noël Barrot, fils à papa, a dit à Darius Rochebain, qui était là en train de lui cirer les pompes comme d'habitude, et il a dit à le journaliste, enfin le faisant fonction de journaliste, a demandé à Jean-Noël Barrot, et si Sergueï Lavrov vous appelle, est-ce que vous le prendrez au téléphone? Et Jean-Noël Barrot a fait la fine bouche, non, je ne pense pas. C'est d'un grotesque, mais Jean-Noël Barrot, mais il est considéré, c'est nobody à la fois pour Trump et pour Poutine, à la fois pour Rubio et pour Lavrov, c'est zéro. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire. Les pays de l'Est, eux, ils savent à quoi s'en tenir avec la Russie. Ils ne veulent pas se fâcher avec la Russie. D'ailleurs, ils savent, pour beaucoup d'entre eux, notamment la Hongrie, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi la Slovaquie et aussi beaucoup d'autres savent que la santé de leur économie dépend de l'énergie bon marché que peut servir la Russie. Ils ont quand même des liens géopolitiques très puissants avec la Russie. Pour autant, ils veulent le parapluie américain qui les protège de la Russie. Ils n'ont certainement pas envie de se fâcher avec les nouvelles autorités de Washington. D'autant plus qu'ils dépendent beaucoup de l'armement militaire américain, des productions militaires américaines, notamment en matière d'aviation, en matière de munitions, etc. Et donc ils ne vont pas se fâcher avec les États-Unis d'Amérique. En réalité, la France est dirigée par des gens dont la suffisance n'a d'égal que leur totale incompétence. Ce ne sont même pas des joueurs de dames qui jouent avec des joueurs d'échecs chevronnés.